Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Beaucoup de dossiers pour 2014 dans le domaine agricole. Alors, pour nous en parler, qui de mieux placé que le président de l'UPA Abitibi-Témiscamingue, en Abitibi-Témiscamingue, oui, M. Sylvain Vachon. M. Vachon, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Vachon. C'est très gentil à vous. Ça me fait toujours plaisir de venir vous voir. C'est réciproque, croyez-moi. Monsieur Vachon, moi, là, parce que là, l'émission, elle passe le 19 février, mais elle est enregistrée le 4 février, comme on le sait. Puis, le 3 février, on apprenait sur nos fils de presse la fin du bœuf alléchant, en tout cas, la fin pour peut-être un petit bout de temps du bœuf alléchant. Expliquez-nous, c'est quoi et pourquoi avoir sorti ça de nos tablettes? Bon, je vous remercie de me donner l'opportunité de rétablir des faits. OK. C'est pas la fin du projet alléchant. Le projet alléchant est un projet qui, on le sait, remonte il y a plusieurs années. C'est complexe et c'est une démarche évolutive. Nous sommes rendus à l'étape de pré-commercialisation. Ce qu'on a fait dans les derniers mois, c'est d'évaluer la théorie par rapport à la pratique, de mettre en pratique la théorie qu'on avait élaborée là, au fil des ans. Et c'est que quand on met en pratique, on abat des animaux, il faut écouler ce matériel, on ne jette pas ça à la poubelle. Fait que là, on a vendu de la viande à la Maison des viandes à Rouen. Et là, la première phase de pré-commercialisation est terminée. Et on est à faire la réédition là, des documents de travail par rapport à ça. Et on est à monter le projet pour la phase 2 de pré-commercialisation. Alors, vous êtes après me dire un peu que ce qui arrive présentement, c'était dans le marché convenu, c'était un petit peu prévu. Ce qu'on peut dire, c'est que la première phase de pré-commercialisation a mis en évidence quelques petites problématiques. Et on veut les corriger. Et on veut les corriger, si on veut s'améliorer. C'est ça le but. C'est ça le but de la pré-commercialisation, c'est de voir, s'assurer ce qui était voulu. Est-ce que dans la pratique, ça tient la route? Il y a des petits embûches. Et on va réajuster le tir, on va déposer un projet, une phase 2 de pré-commercialisation, parce que l'objectif qu'on veut dans ce projet-là, c'est de ramener des marges aux producteurs. Prenons le temps de le faire comme il faut pour qu'en bout de ligne, ce ne soit pas un projet qui marche pendant un an et en bout de ligne, on fasse une belle faillite. Ce qu'on veut, c'est ramener des marges, prenons le temps de le faire comme il faut. Et nos partenaires sont conscients des enjeux. Et moi, je suis convaincu qu'ils vont continuer à nous supporter dans cette démarche-là. Est-ce que ça pourrait dire combien de temps avant de revoir bœuf alléchant dans nos frigidaires? On peut parler de quoi? Quelques mois? Une demi-année ou quoi? Moi, je suis... est-ce que c'est quelques mois, une demi-année? Moi, j'en ai aucune idée. Je ne suis pas le porteur de dossier. Moi, je veux rassurer les gens. Le projet n'est pas mort. On va en avoir combien de temps ça va prendre? J'en ai aucune idée. Moi, personnellement, je ne pense pas que ça va se compter en plusieurs mois. Là. Mais l'important, c'est de bien faire notre travail pour éviter de brûler de l'argent. Et l'important, c'est de faire la mise au point que vous venez de faire. Tout à fait. C'était comme prévu. La phase 1, c'était ça. Avant d'aller à la phase 2, il y a des corrections à faire. On va les faire pour, justement, qu'au bout d'1 an, on ne fasse pas une belle grosse faillite avec ça, qu'on dise, on s'est corrigé, on a corrigé le tir au fur et à mesure que l'année a avancé, et ça nous permet de mieux fonctionner, et non pas, on ne corrige pas le tir, puis on fait une faillite au bout d'1 an. C'est ça. Ce que je pourrais, l'image que je pourrais donner, c'est qu'on n'apprend pas à marcher en une journée, et on ne part pas à courir la deuxième. Voilà. J'aime mieux apprendre à marcher lentement, sûrement, pour que la journée qu'on sera prêt à courir, on va courir et on va être les meilleurs. J'aime ce que vous venez de dire, M. Vachon. C'est très imagé, mais c'est vrai. C'est mon style. Voilà, exactement. Monsieur Vachon,
vu qu'il n'y a pas d'abattoir régional, le ministère de l'Agriculture a fait une espèce de cadeau de Noël aux producteurs de bœuf pour le transport de leurs bêtes. M. Gendron, ministre de l'Agriculture, en avait parlé et on sait que ce n'est pas que j'aime défendre le ministre, on sait tous ce que fait M. Gendron, même dans l'opposition, même au pouvoir et comme ministre. Mais M. Gendron, quand il fait une promesse, il la tient. C'est presque à 100 %. Est-ce que c'est vraiment un beau cadeau pour les producteurs de bœuf en Abitibi-Témiscamingue? Bon, c'est pas un cadeau seulement pour les producteurs de bœuf. Okay. On va se le dire. Oui, OK. Ça peut être accessible à toute production. Ah, OK. Ce n'est pas seulement que le bœuf. Ça peut être l'agneau, ça peut être le porc et le bovin. Moi, j'aime pas dire cadeau. Moi, j'aime dire qu'on corrige une iniquité. Voilà, OK. Bon. Non, on est là pour mettre ça clair, net et précis. Faut pas penser que c'est le Père Noël a passé. Non, on ramène une iniquité que d'autres producteurs, près des grands centres, n'ont pas cette problématique-là. Fait qu'on ramène, j'irais dire, on rapproche les producteurs de régions comme la nôtre à une équité par rapport aux autres secteurs, aux autres régions. Ça, c'est un bon pas. Moi, on avait déjà un programme de transport, mais il fallait absolument ramener les carcasses et les commercialiser en région. L'ouverture qui a été faite là, avant les fêtes, ça amène à être capable d'écouler notre matériel à l'extérieur de la région. Je vais vous donner un exemple concret. Le bœuf Vitalipré, qui est un bœuf distinct, qui est un bœuf de créneau à valeur ajoutée. C'est pas de quoi que monsieur, madame, tout le monde vont acheter à tous les jours. C'est plus dispendieux. Oui. Fait que d'aller avoir accès à des grands marchés comme Montréal, Québec, Toronto, c'est un plus pour le projet. Ça peut faire avancer le projet beaucoup plus rapidement. C'est une bonne nouvelle. C'est un exemple concret. Est-ce qu'on peut dire que ça va faire débloquer le frein majeur à la commercialisation de la viande? Vous venez d'en parler un peu. Ça aide énormément. Ça aide énormément. C'est une embûche de moins. Mais cette aide-là, c'est sur le transport, M. Vachon? Écoute, il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on transporte un animal qui soit vivant ou en quartier, il y a des frais. Il y a toujours des frais rattachés à ça. Et ces frais-là montent par rapport à tout ce qui monte aujourd'hui. Et voilà, c'est tout à fait normal. Les frais de transport augmentent et la marge de profit qu'on peut avoir à faire toute cette démarche de commercialisation-là se trouve à être captée par le transport. Fait que de mettre en place une aide au transport, que ce soit pour vendre en région ou à l'extérieur de la région la matière, le produit final, bien, j'irais dire, ça atténue le désavantage d'une région comme la nôtre quand on sait qu'on n'a probablement pas les volumes nécessaires pour rentabiliser des structures d'abattage à inspection fédérale. Parce qu'il faut comprendre qu'on a des infrastructures d'abattage avec l'inspection provinciale, mais ce n'est pas des niveaux d'inspection qui sont suffisants pour rentrer dans les grandes chaînes. Voilà. C'est ça le problème de la région. Et l'inspection fédérale, il y a des coûts importants à opérer ça. Ça prend des gros volumes pour opérer ça. C'est sûr que j'en viens à vous poser la question suivante, M. Vachon. Je sais votre position sur ça. Moi, je ne suis pas dans le domaine agricole et je respecte beaucoup ceux qui sont dans le domaine agricole. Beaucoup. Ce sont des gens de cœur, des gens qui n'ont pas peur de se trousser les manches. Et puis quand on les regarde aller, bravo, moi, je ne peux qu'applaudir ces personnes-là. Mais est-ce que le pourquoi, M. Vachon, que chez nous, dans notre grande région de l'Abitibi-Témiscamingue, il y a quand même encore plusieurs fermes et de très belles fermes, pourquoi chez nous, on n'a pas un abattoir régional? Pourquoi il nous faut, en 2014 encore, envoyer nos animaux, les faire tuer à l'extérieur de la région? Moi, j'ai un peu de misère avec ça, mais je vous pose la question et je sais que vous allez répondre à cette question-là et le pourquoi qu'on n'en a pas. Je sais que vous avez une position, vous, sur ça. Oui. Vous la maintenez parce que vous êtes un homme qui n'êtes pas dire une chose le lendemain, puis sur le lendemain dire autre chose. Je vous connais peu, mais je vous connais assez que quand vous avez une opinion, vous la gardez et vous ne la changez pas. Mais pourquoi ne pas chez nous avoir
un abattoir régional. Dans un monde idéal, là, on aurait un abattoir à inspection fédérale en région pour pouvoir commercialiser tout ça. La question, pourquoi qu'on n'en a pas, c'est, puis écoutez, là, j'étais coprésident de la cellule, au Créneau Excellence à Quart, là, sur cette question-là du parc d'actifs. Bon, j'y arrive. Okay. Et on a fait de l'étalonnage, on a fait des études avec KPMG, etc. Et la réponse était claire. Il n'y a pas le volume suffisant pour rentabiliser une opération d'abattage à inspection fédérale en région. Il n'y a pas le volume, même si on irait chercher les volumes du nord-est ontarien. Un coup qu'on a dit ça, si un entrepreneur qui a le goût de tenter l'expérience, moi, il est bienvenu. Mais force est de constater, ça fait 5 ans, je crois, que j'ai été coprésident. Et, en tout cas, les projets ne pleuvent pas actuellement. Et c'est ça. Fait un coup qu'on a fait ce constat-là, que c'est difficile financièrement de rentabiliser des opérations d'abattage, bien, la réponse vient d'elle-même. On ne peut pas en avoir. Il faut avoir des réponses comme celle que M. Gendron a amenée, de dire on va soutenir pendant le temps qu'il y a un entrepreneur, parce que c'est pas, en tout cas, à mon avis, c'est pas du domaine du public, c'est du domaine du privé. La journée qu'il y aura quelqu'un, on pourra s'abstenir, on pourra se départir de programmes qui vont être désuets, mais pour l'instant, c'est essentiel. Et c'est pas rentable, toute la connaissance que j'ai, c'est pas rentable d'avoir ça. C'est donc dire, si on regarde ça froidement, M. Vachon, c'est que demain n'est pas le jour où on aura un abattoir régional en Abitibi-Témiscamingue, parce que si vous dites que le volume n'est pas là, le volume ne grossit à peu près pas, va plutôt en diminuant, malheureusement, va plutôt en diminuant. C'est donc dire que le jour n'est pas demain. Ah, moi, je n'ai pas à évaluer c'est-tu demain, c'est pas demain. Moi, je vois mal comment on peut rentabiliser une opération d'abattage en région quand on voit qu'on vit dans un contexte nord-américain et qu'il y a des grandes corporations, des Cargill de ce monde, qui ferment des sites d'abattage parce qu'ils ne sont pas capables de les rentabiliser. Ça que c'est pas un enjeu qui est... Moi, à mon avis, on peut travailler. Il y a une problématique qui est réelle, qui est là. Dans un monde idéal, comme je le dis, on l'aurait. À cette heure qu'on comprend que c'est pratiquement impossible ou très difficile de le faire, trouvons des solutions alternatives. Moi, quand une porte est barrée, puis ils ont coulé du ciment avant de la porte, j'essaye pas de la défoncer, je prends la porte à côté qui n'est pas barrée. Ben, c'est ça que je me dis. Aide au transport, c'est une bonne solution. Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut mettre en place? Bien, mais pour terminer sur ça, M. Vachon, c'est quoi qui est si dispendieux? Est-ce que ce sont les permis? Est-ce que ce sont les inspections? C'est les inspections. Ça prend un vétérinaire qui inspecte toutes les carcasses. Ah oui? Et il y a des normes de salubrité là, à pu finir. Et pour rentabiliser tout ça, bien, ça prend un roulement d'animaux. Hein. Ça prend beaucoup d'abattage à la journée. C'est le domaine de l'abattage, c'est un domaine très compétitif. Ça run, on appelle ça, ça opère. Pas que ça run, ça opère oui. au quart de scène. La rentabilité là, est très précaire. C'est le volume qui fait qu'on rentabilise ces opérations-là. Et comme le volume en Abitibi-Témiscamingue, il ne faut pas s'en cacher, diminue au lieu d'augmenter, comme je le disais tantôt, mais comme je disais, là, ce n'est pas pour demain, à moins qu'un particulier va arriver, entreprise privée qui va arriver, qui va dire, moi, OK, on va construire un abattoir, mais là, bravo. Mais, pour du bœuf de boucherie, là, le bœuf des viandes grasses qu'on appelle, les viandes qu'on voit dans les restaurants, le luxe qu'on se paye là, avec ça, là, ce type de viande-là, il y a un abattoir, un gros abattoir à inspection fédérale qui est à Guelph, en Ontario, dans tout l'Est du Canada. Eh mon Dieu! C'est juste pour vous dire l'envergure. Mais chez nous, ici, là, je veux dire, au Québec, on en a des abattoirs? Il y en a des types qui ont des créneaux. Quand on est dans des plus petites abattoirs, puis quand on parle de petites abattoirs, là, c'est plusieurs centaines de têtes là, par semaine. Là. Okay. On parle de créneaux. On parle d'abattoirs qui ciblent des créneaux particuliers. Il y a des exemples, VFC en est un. Mais quand on arrive dans la commodité, là, c'est les gros joueurs, c'est des Cargill de ce monde, puis ça marche au quart de cercle. Ah, mon Dieu. Ça fait que c'est pas simple. Fait que c'est pour ça qu'on vient un petit peu contrer cette problématique-là quand le ministre Gendron intervient, puis qu'il dit, bon, mais regarde, on va aider au transport, etc. Mais c'est une manière détournée
mais c'est la bonne manière d'aider C'est ça. les agriculteurs à ce moment-là. Ça revient moins cher pour le gouvernement comme ça, je suis convaincu. Oui, sûrement, sûrement. Et vu qu'on est proche de nos sous, on fait plus attention. C'est ça. On en avait parlé lors de notre dernière rencontre, M. Vachon, mais j'aimerais revenir un peu sur ça parce que ça fait couler encore beaucoup d'encre. Puis les gens ont une certaine crainte sur l'accaparement ou l'acquisition des terres agricoles par des étrangers. Est-ce un aussi gros problème qu'on veut bien le décrire ou s'il y a exagération dans le problème? Bon, j'irais dire, moi, que le problème, il n'est pas exagéré. Il y a une réelle financiarisation à grandeur du monde de la possession des terres. Et moi, je reprends les paroles du président du PA provincial, M. Groslot, quand il dit « Est-ce qu'on veut donner la clé de notre garde-manger à des industriels? Quelques industriels. On devient dépendant. Demain matin, là, on peut arrêter de faire de la motoneige. On n'arrêtera pas de manger. » C'est vrai. C'est important, c'est stratégique. Oui, c'est ça. Et au fil des siècles, au fil des décennies, le temps nous a prouvé que la meilleure manière, puis encore aujourd'hui, là, en 2014, la meilleure manière de s'assurer une souveraineté alimentaire, comme le gouvernement tend à vouloir faire avec sa nouvelle politique, c'est encore et toujours la ferme familiale qui va l'amener, cette sécurité-là, parce qu'on répartit j'irais dire, la production parmi plusieurs propriétaires terriens impliqués directement sur le travail de leur ferme. Ça, là, c'est un gage d'efficacité parce que tu as avantage comme entrepreneur, comme tous les entrepreneurs dans n'importe quelle sphère d'activité, on a avantage à être efficace sur notre entreprise, sinon on va disparaître. Bon, ben, justement, l'accaparement des terres, la financiarisation de la possession du sol, qui est à la base de toute agriculture, de toute alimentation humaine, il faut se le dire, de concentrer ça dans les mains de financiers qui ont comme seule vue le rendement à court terme. On sait comment ça marche, la financiarisation. C'est demain matin, on veut du rendement. Bien, ça, ce n'est pas un gage d'avenir pour l'agriculture. Et la journée que ça sera plus rentable de faire une production ou moins rentable de faire une production en Abitibi-Témiscamingue versus un autre coin de pays, bien, la décision d'affaires de ces financiers-là ne sera pas dure à prendre parce qu'ils n'habitent pas le territoire, ils ne dynamisent pas le milieu. Là, vous avez touché à un sujet qui est vraiment très intéressant. Je vais vous poser une autre question pour l'accaparement des terres. Mais après, on va revenir avec les fermes familiales. C'est très important, surtout chez nous, ici, en Abitibi-Témiscamingue. C'est qu'en octobre dernier, en 2013, M. Gendron a fait adopter la loi modifiant la loi sur l'acquisition des terres agricoles par des non-résidents, limitation de la superficie des terres. Ouais. Ça, je pense que c'était une promesse de M. Gendron aussi. Tout à fait. Moi, j'ai eu à échanger avec M. Gendron à quelques reprises sur cet enjeu-là, qui était la possession des terres. Nous, ce qu'on a dit à l'UPA, c'est un pas dans la bonne direction. Mais l'enjeu reste complet et on a proposé à l'Union un outil qui pourrait faire d'une pierre deux coups. Je vais dire ça comme ça. Contrer la spéculation et la financiarisation de la possession des terres et favoriser le maintien, le développement de types d'agriculture sur le territoire et l'implantation de relève sur le territoire. Ça, on appelle ça une SADAC. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est un outil qu'on a proposé. M. Gendron est au courant, le gouvernement est au courant, et nous, on maintient le cap parce qu'on est convaincus que l'avenir de l'agriculture passe par la ferme familiale. L'avenir de l'agriculture passe par l'agriculteur de métier. Et ce serait un outil qui serait structurant pour ce mode d'agriculture-là. Et quand je parle de relève, j'ai parlé de relève, la relève, ça ne veut pas juste dire des jeunes. Non. Non. La relève, il peut en avoir. À 45, j'ai 46 ans, je me sens encore jeune. Ben, vous êtes encore jeune. La relève, ça peut être des gens, une deuxième carrière. Oui, exactement. C'est ça qu'on veut dire par une SADAC. C'est de dire, on s'assure avec des outils législatifs qui vont faire en sorte qu'on va favoriser ce modèle-là au lieu de la financiarisation. Ça, c'est incontournable, puis on maintient le cap. C'est primordial.
On va, on va revenir avec les fermes familiales, M. Vachon, si vous me permettez. Et vous me corrigerez si je suis dans l'erreur, mais est-ce que c'était monnaie courante, là? On parle des années 40, 50, 60, aller jusqu'à 70, je dirais, que les fermes, c'était de père en fils. Puis, bon, ben, le père était là, rendu à, je sais pas moi, 55, 60 ans. Il disait, bon, j'ai ma relève, j'ai un de mes fils qui travaille avec moi, puis il veut continuer la ferme familiale. Ça, c'était comme un honneur pour le père. C'était une fierté là, de dire, mon fils va prendre ma relève, puis on va continuer. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont, entre parenthèses, moins intéressés que dans ces années-là, ou s'il y a encore de la relève familiale? Ah, tout à fait. Il y a encore une relève familiale qui est intéressée. Il y a je vais dire, des contextes qui peuvent favoriser davantage la relève d'une entreprise. Parce que vous disiez, le père en fils. Moi, j'aime mieux maintenant parce que là, c'est de plus en plus courant, puis c'est correct comme ça. Ça peut aussi être de parents, parce que c'est pas seulement le père, c'est la mère aussi, il contribue. Ah, mon Dieu, oui. De parents à enfants, parce que les filles aussi, il y a beaucoup de filles qui oui, parce prennent la que relève. j'ai même pris une émission télé qui c'était de père en fille. C'est la fille qui dirige la ferme aujourd'hui. Et il y a une multitude d'exemples en région. Je n'entrerai pas, je peux nommer des noms là, si vous voulez, mais l'important, c'est de comprendre que oui, il y a encore une relève. Et c'est drôle que vous en parliez. J'ai signé un éditorial pas plus tard que la semaine passée qui va paraître dans Terre de chez nous, qui va faire justement l'apologie de cette belle relève qu'on a en région, des jeunes qui sont formés et qui reviennent pour dynamiser notre région. Ça existe. Est-ce qu'on peut en avoir davantage? Moi, je pense que oui. Et pour ça, il faut pour avoir une bonne relève, avoir de la relève intéressée, il faut avoir de la rentabilité sur l'entreprise. Bon, oui, c'est sûr. C'est la base. C'est sûr. Et nous, ce qu'on fait à l'Union, c'est avec la SADAC pour s'assurer qu'on a le potentiel de fonds de terre, etc., disponible, avec des outils qu'on pourra élaborer plus tard, structurants pour l'avenir. On est capable, moi je suis convaincu, de fournir l'environnement nécessaire à une multitude de relèves en région. On a un potentiel fou dans notre région. Oui, c'est vrai, exactement. Très vitement, M. Vachon, moi, si je vous posais la question à brûle pour point, l'agriculture industrielle, est-ce que ça vaut autant que l'agriculture familiale? Si ça vaut autant. Bon, c'est toujours une question de perception. Moi, on m'a déjà dit que je ne pratiquais plus de l'agriculture familiale. Bon, tu sais, on a un certain volume de troupeaux, puis là, on dit que ce n'est plus une agriculture familiale. L'agriculture au Québec est composée à 95 d'agriculteurs de métier, c'est-à-dire des fermes familiales. Il y a quelques exemples que ce n'est plus ça. Okay. Mais est-ce que le modèle peut contribuer à une meilleure habitation du territoire? Moi, la réponse, je suis convaincu, c'est non. Le modèle qu'on a au Québec, qui est une multitude d'entreprises sur l'ensemble du territoire, des régions comme la nôtre ont été bâties par ce modèle-là et on peut encore aujourd'hui contribuer au dynamisme des petites municipalités. Il faut comprendre que la méga grande entreprise, comme on voit dans l'Ouest canadien, c'est des centaines, des milliers d'hectares, ce type d'agriculture-là n'est pas adapté à notre réalité territoriale. C'est-à-dire, on n'a pas des grandes superficies là, à perte de vue là, d'un mur à l'autre. C'est pas ça qu'on a. C'est plus des petites parcelles de terre. Et ça, la meilleure manière de produire avec cette réalité-là, c'est encore et toujours la ferme familiale, l'agriculteur de métier. Monsieur Vachon, nous autres, chez nous, là, en Abitibi-Témiscamingue, c'est quel genre de ferme que nous avons le plus? Est-ce qu'on parle de ferme laitière ou est-ce qu'on parle d'animaux de boucherie? C'est quoi qu'on a chez nous autres ici, chez nous, le plus? Bon, c'est variable selon la MRC. Okay. Si on peut parler en Abitibi-Ouest, okay, oui, la production bovine est toujours la principale production en volume, en recettes monétaires. Okay. En Abitibi-Témiscamingue, en volume de ferme, on est encore la production bovine est encore la principale production. En chiffre d'affaires, la production laitière a un peu dépassé la production bovine dans les dernières années, là, compte tenu de la diminution importante du volume d'affaires et des difficultés financières là, de la production bovine.
Il y a aussi la production ovine sur le territoire en Abitibi-Témiscamingue, qui est un peu moins présente. Un petit peu moins présent, mais OK. de belles entreprises dynamiques, des jeunes de la relève, comme je vous parlais tantôt. Là, moi, j'ai encore là, en Abitibi-Ouest, de belles exemples dans ce sens-là. Et la céréale à paille est souvent accompagnée là, de la production bovine, laitière ou ovine. C'est-à-dire que on jumelle les deux, mais il y a encore aussi sur le territoire des entreprises qui se spécialisent dans cette production. Donc, on peut dire que chez nous, nos fermes, nos terres sont en santé. Ah, tout à fait. Contrairement à d'autres coins de pays, on peut se vanter en région d'avoir des longues rotations avec de longues périodes de terre en fourrage. Okay. Et ça, très techniquement, là, ça améliore la structure du sol, ça évite l'érosion. Il y a un bienfait environnemental à ça que d'avoir une rotation année sur année sur des céréales, là, qu'on va varier le type de céréales. Fait que ça, c'est un avantage pour la région sur le point de vue de la santé du sol et de l'environnement. Monsieur Vachon, c'est quoi exactement le plan PDZA? Je n'ai pas lu beaucoup sur ça, mais je sais que ça existe. C'est quoi exactement? Non, le PDZA, c'est le plan de développement de la zone agricole. OK. Il y a le gouvernement du Québec, M. Gendron, ont lancé des appels d'offres au MRC pour faire justement un PDZA. En Abitibi-Témiscamingue, on a la MRC du Témiscamingue qui a la première ronde d'appels d'offres, ont déposé un projet et ont eu le montant d'argent. De mémoire, c'est 40 000 $ pour faire en concertation avec les gens du milieu le plan de développement de la zone agricole. Moi, si je peux, on peut imaginer, je vous dis, c'est mon style. L'image de ça, c'est le plan d'affaires de l'agriculture du territoire de la MRC. Okay. Et là, présentement, on est, la CRE est en consultation pour leur plan stratégique, la planification stratégique des 5 prochaines années. Et moi, je pense qu'on est rendu à une étape en agriculture, en Abitibi-Témiscamingue, avec les PDZA, avec la planification stratégique de la CRE, de se donner un plan d'affaires régional. Hein, quand on fait, une entreprise veut développer, elle se donne un plan d'affaires. Donnons-nous un plan d'affaires par les PDZA. Moi, j'encourage les MRC à déposer aux prochaines appels d'offres, de déposer des demandes pour qu'on puisse faire ensemble, nous, les représentants des producteurs, et eux, les MRC, de quelle manière, nous, on veut développer l'agriculture. Donc, on parle d'avenir à ce moment-là. Tout à fait. C'est un plan d'affaires. C'est pour l'avenir. Okay. Et de travailler ensemble le développement des milieux ruraux. Okay. Les pôles urbains, là, il n'y a pas de problème. Là. Il y a une vitalité, même en Abitibi-Témiscamingue, Rouen, Val-d'Or. C'est dynamique. Les grosses villes, c'est la même chose un peu partout. Mais les milieux ruraux, là, ça se dévitalise. Le nombre d'habitants réduise. En se donnant un plan d'affaires pour habiter de manière intelligente et structurante notre territoire par l'agriculture de métier, on va redynamiser ces petits milieux-là. C'est l'avenir de la région, passe par là. Le mot le dit. Plan d'affaires, qu'on soit dans n'importe quelle industrie, ça prend un plan d'affaires. Alors, pourquoi qu'en agriculture, ça prend également un plan d'affaires? C'est ça. Si on veut sauver l'agriculture. Donnons-nous une vision claire, porteuse, et les producteurs, c'est des gens intelligents, c'est des gens de conviction. Ils vont embarquer dans une démarche qui va être structurante, payante pour eux, mais par définition, qui va être rentable pour le territoire. Exactement. Monsieur Vachon, merci infiniment. C'était encore une fois très, très, très intéressant. Puis moi, continuez votre excellent travail à la tête de l'UPA. Les agriculteurs ont besoin de vous. Les agriculteurs ont besoin de l'UPA. Puis, il y a tellement de choses dans ça. Puis, moi, vous serez toujours le bienvenu à cette émission parce que c'est toujours très intéressant. Puis, les réponses sont toujours pertinentes. Ben moi, si je peux me permettre, oui, on va continuer notre bon travail, mais ce travail-là, ça se fait grâce aux producteurs qui nous alimentent en idées. Exactement, oui. Les producteurs sont notre gaz pour avoir un bon char en région. Exactement. Merci beaucoup, M. Vachon. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.